Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur, oui, littéralement. On explore l'électrocardiogramme, le fameux ECG. Vous savez, ce tracé un peu abstrait, mais qui est une fenêtre incroyable sur l'activité électrique de notre propre moteur. Un outil clé en médecine, vraiment. En gros, l'ECG, ça enregistre l'électricité du cœur. Ça donne une sorte de graphique, une carte d'identité électrique, si on veut, qui nous montre comment il fonctionne de l'intérieur. Pour nous guider dans cette exploration, on s'appuie sur des documents assez détaillés qui couvrent tout, des bases de l'électrophysiologie, donc l'électricité du cœur, jusqu'à l'interprétation pratique du tracé. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer les fondamentaux. D'où vient cette électricité cardiaque? Comment une machine arrive à capter ces signaux qui doivent être minuscules? Oui, c'est la question. Commençons par le début. Le cœur lui-même. Bon, c'est un muscle, on le sait, Ah oui, mais un muscle assez particulier. creux, avec ses 4 cavités, 2 oreillettes en ur, 2 ventricules en bas. Son job, c'est de pomper le sang. Mais ce qui nous intéresse là, c'est comment il sait quand et comment battre. Il y a un chef d'orchestre caché quelque part. Tout à fait. Et il est intégré au cœur lui-même. C'est ça qui est formidable. Le cœur possède son propre système électrique. Le point de départ, c'est le nœud sinusal. C'est une petite zone de cellules spécialisée dans l'oreillette droite. Le pacemaker naturel, c'est ça. Exactement, c'est le pacemaker naturel, c'est lui qui lance l'étincelle de façon spontanée, l'impulsion électrique initiale. Et cette impulsion, elle se propage ensuite, un peu comme une vague, dans les 2 oreillettes. D'accord. Ça leur dit de se contracter pour envoyer le sang vers les ventricules, juste en dessous. Et après les oreillettes, cette vague électrique, elle continue son chemin? Oui, elle continue, elle converge vers un autre point stratégique, le nœud auriculo-ventriculaire qu'on appelle le NAV. Il est situé juste à la jonction entre les oreillettes et les ventricules. Et là, il se passe quelque chose d'assez génial, je trouve, dans la conception du cœur. Ce NAV, il agit comme un poste de péage intelligent. Un péage, c'est-à-dire? Il ralentit très brièvement le passage de l'impulsion électrique. Vraiment un court instant. Un ralentissement? Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de ralentir? Ah, c'est absolument fondamental. Ce petit délai, presque imperceptible, c'est le secret d'une synchronisation parfaite. Ça laisse le temps aux oreillettes de finir leur contraction, de bien se vider dans les ventricules, Ah oui, je vois. avant que les ventricules ne reçoivent à leur tour l'ordre de se contracter. Sans cette pause, ce serait un peu le bazar, les contractions se chevaucheraient. D'accord, une question de timing. C'est une merveille d'ingénierie biologique, vraiment, pour assurer un pompage efficace. Une fois passé ce péage du NAV, l'impulsion file très rapidement dans les ventricules pour déclencher leur contraction, qui, elle, est beaucoup plus puissante. C'est fascinant ce timing intégré. Et cette impulsion, cette vague, c'est quoi exactement au niveau d'une cellule cardiaque individuelle? Comment elle passe du repos à l'action? Potentiel d'action. Il faut imaginer chaque cellule du cœur comme une toute petite batterie. Au repos, l'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur. Mhm. Quand l'impulsion électrique frappe à sa porte, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur, des canaux s'ouvrent dans sa membrane. Et là, paf, une avalanche d'ions positifs, surtout du sodium, le Na+, entre très vite dans la cellule. Et ça inverse la charge. Exactement. L'intérieur devient positif, c'est ça l'excitation, on appelle ça la dépolarisation. D'accord. Et une fois excitée, comment la cellule revient-elle à la normale, au repos? Alors, juste après cette entrée massive de sodium, d'autres canaux prennent le relais, notamment des canaux qui laissent entrer du calcium Ca++, et ce calcium, il est crucial parce que c'est lui qui déclenche la contraction musculaire elle-même. Ah, le calcium pour la contraction. C'est ça. Cette phase, c'est un peu un plateau où la cellule reste excitée et elle travaille, elle se contracte. Puis, pour revenir au repos, d'autres canaux s'ouvrent pour faire sortir des ions positifs cette fois, principalement du potassium, K+. Ok. L'intérieur de la cellule redevient négatif, c'est la repolarisation, le retour au calme. La cellule est prête pour le prochain battement. Et toute cette séquence, dépolarisation, plateau, repolarisation, elle se propage de cellule en cellule, comme une onde. Je récapitule. Dépolarisation, c'est l'excitation qui mène à la contraction.
Repolarisation, c'est le retour au repos, et tout ça est orchestré par le nœud sinusal et le NAV. Mais est-ce que des facteurs externes peuvent jouer là-dessus? Le stress, par exemple, ça peut influencer ce rythme? Absolument. Le système nerveux autonome dont on parlait joue ce rôle de modulateur. On a le système sympathique, Oui, l'accélérateur. voilà, celui de l'action, du combat ou fuite. Lui, il peut accélérer la cadence d'une sinusale et aussi augmenter la force des contractions. Pensez à votre cœur qui s'emballe avant un examen ou pendant un effort. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, on a le système parasympathique. C'est celui du repos, de la digestion. Lui, il agit principalement via le nerf vague et il ralentit le cœur. D'accord. Et d'ailleurs, un déséquilibre entre ces deux systèmes peut être une source d'arythmie, c'est-à-dire de rythmes cardiaques qui ne sont pas normaux. Et l'UCG, dans tout ça, c'est donc l'enregistrement de tout ce balai électrique complexe? C'est exactement ça. L'ECG, il capte depuis la surface de la peau l'écho électrique global de ces millions de cellules qui se dépolarisent et se repolarisent en rythme. Mhm. Il traduit cette activité, qui est très complexe au niveau cellulaire, en un graphique qu'on peut lire et interpréter. Et alors parlons-en de ce graphique. Comment cette dépolarisation, l'excitation et la repolarisation, le retour au calme, comment tout ça se traduit sur le fameux tracé ECG? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant pour le diagnostic. Chaque étape du cycle électrique laisse une trace bien spécifique. D'abord, il y a une petite vaguelette qu'on appelle l'onde P. Elle correspond à la dépolarisation des oreillettes. C'est le signal que les oreillettes sont en train de se contracter. Ok. P pour les oreillettes. C'est ça. Ensuite arrive le grand pic, souvent assez pointu, c'est le complexe QRS. Lui, il représente la dépolarisation des ventricules. C'est l'événement électrique le plus important, le plus visible, car les ventricules ont une masse musculaire beaucoup plus grande. C'est le signal de la contraction principale du cœur, celle qui éjecte le sang. QRS, les ventricules. Compris. Et enfin, après ce complexe QRS, on observe une autre onde, généralement plus large et arrondie, c'est l'onde T. Elle correspond au retour au calme, à la repolarisation des ventricules. Ils se rechargent en quelque sorte pour le cycle suivant. Ah mais c'est génial. Donc P, QRS, T, chaque partie de ce tracé a une signification très précise sur ce qui se passe électriquement dans le cœur. Et j'imagine qu'en regardant la forme de ces ondes, leur taille, si elles arrivent bien régulièrement, on peut savoir si tout fonctionne correctement. C'est tout à fait ça. L'analyse d'un ECG, c'est un peu comme décoder un langage. On évalue plusieurs choses. D'abord le rythme. Est-ce qu'il est régulier? Est-il trop rapide? On parle de tachycardie. Ou trop lent? Bradycardie. Et puis, est-ce que chaque complexe QRS est bien précédé d'une onde P? Ça, c'est important, hein. Ça signe le rythme sinusal, le rythme normal, commandé par le nœud sinusal. D'accord. Le rythme. Quoi d'autre? Ensuite, on regarde la conduction. Est-ce que l'influx électrique voyage bien à la bonne vitesse à travers les différentes parties du cœur? Par exemple, si le complexe QRS est anormalement large, ça peut indiquer un problème de conduction dans les ventricules, ce qu'on appelle un bloc de branche. Mhm. Et enfin, le CG peut aussi nous donner des indices sur l'état du muscle cardiaque lui-même, des modifications spécifiques, surtout au niveau du segment ST. Le ST, c'est la ligne entre le QRS et l'onde T. Exactement. Ou des modifications de l'onde T elle-même. Ces changements peuvent être des signes de souffrance du muscle, par exemple s'il manque d'oxygène, on parle d'ischémie, ou même s'il y a une zone de nécrose, c'est l'infarctus. Parfois, on peut aussi détecter des signes d'épaississement des parois, une hypertrophie. D'accord. On voit bien le potentiel pour le diagnostic. Mais techniquement, comment on fait pour passer de cette activité électrique minuscule, à l'intérieur du corps, à un tracé visible sur un écran ou du papier? C'est quoi la technologie derrière l'appareil ECG? Eh bien, c'est une chaîne de mesure assez classique en fait en ingénierie biomédicale. Tout commence avec les électrodes. Les patchs qu'on colle sur la peau. C'est ça. Ce sont des transducteurs. Leur rôle, c'est de capter les très très faibles variations de potentiel électrique à la surface du corps. On parle de millivolts et de les transformer en un courant électrique encore plus faible. Et j'imagine que ce courant est bien trop faible pour être vu directement. Oui, absolument. Il faut l'amplifier énormément. Donc, ce signal électrique, capté par les électrodes, passe dans un amplificateur très sensible. Il va multiplier le signal des milliers de fois. Le gros défi ici, c'est d'amplifier seulement le signal qui vient du cœur et de rejeter au maximum tout ce qui est bruit, parasite. Le bruit, c'est-à-dire?
Ça peut être de l'électricité statique, des interférences venant d'autres appareils électriques branchés à côté, ou même l'activité électrique des autres muscles du corps, comme les muscles du thorax quand on respire ou si on bouge un peu. Ah oui, d'accord. Donc, amplification et filtrage pour éliminer ce bruit, le signal propre est envoyé à un enregistreur. Autrefois, c'était un stylet qui traçait sur du papier millimétré. Maintenant, c'est souvent un affichage numérique et une impression. Et ça donne le tracé qu'on connaît. Et comment ça se fait que des électrodes posées sur les bras, les jambes, le torse arrivent à voir l'électricité qui vient spécifiquement du cœur? Il y a des modèles pour expliquer ça? Oui, il y a plusieurs théories, mais une façon assez simple de visualiser les choses, c'est la théorie dipolaire. Elle propose que l'activité électrique globale du cœur, à un instant donné, puisse être représentée par un vecteur, une sorte de flèche, un dipôle, qui a une direction et une magnitude, une force. Une flèche qui représente le courant principal. Voilà. Cette flèche symbolise la direction moyenne du front d'activation électrique à cet instant précis. Les électrodes, elles, sont placées à différents endroits du corps. Et chacune va enregistrer en quelque sorte la projection de cette flèche par rapport à sa propre position. Ah, c'est pour ça que le tracé n'est pas identique sur toutes les électrodes. Exactement. On observe la même activité électrique globale du cœur, mais sous des angles de vue différents. C'est comme regarder une sculpture sous différents angles. On voit des profils différents, mais c'est toujours la même sculpture. Donc, si cette flèche électrique se dirige vers une électrode, ça fait monter le tracé. Et si elle s'en éloigne, ça le fait descendre. C'est l'idée générale, oui. Si le front d'excitation, la vague de dépolarisation, s'approche d'une électrode, elle enregistre typiquement une déflexion positive, vers le haut. S'il s'éloigne, la déflexion est négative, vers le bas. Et si une électrode est située pile sur le passage de ce front, elle peut voir d'abord l'approche, puis l'éloignement. Ça peut donner une forme qu'on dit diphasique, une partie vers le haut, une partie vers le bas, ou l'inverse. Je vois. C'est ça qui explique la diversité des formes, notamment du complexe QRS, dans les différentes dérivations d'un ECG standard. Et ça souligne aussi pourquoi la position exacte des électrodes est si critique. Oui, pour avoir ces différents angles de vue. C'est ça, pour avoir une vue un peu en 3D de l'activité électrique du cœur. C'est beaucoup plus clair. Alors justement, venons-en à la pratique. Comment ça se passe un ECG concrètement quand on le fait à quelqu'un? Alors, c'est un examen qui est extrêmement courant, qui est rapide et surtout qui est totalement indolore. La première étape, c'est la préparation de la personne. En général, on demande à la personne de s'allonger sur le dos, d'être au calme, bien détendu. Mhm. Il faut que la peau soit propre et sèche, là où on va mettre les électrodes. Et bien sûr, le torse doit être dégagé. Et le placement de ces électrodes, on a compris que c'était crucial. Où est-ce qu'on les met précisément? Y a-t-il des règles? Ah oui, il y a un protocole très standardisé utilisé partout dans le monde pour garantir la comparabilité des tracés. On utilise généralement 10 électrodes pour obtenir 12 vues différentes du cœur, qu'on appelle les dérivations. Il y a 4 électrodes qu'on place sur les membres, souvent une sur chaque avant-bras ou poignet. Avec des couleurs, je crois. Oui, il y a un code couleur universel, hein. Rouge pour le bras droit, jaune pour le bras gauche, et puis une sur chaque jambe aux chevilles, vert pour la jambe gauche et noir pour la jambe droite. Cette électrode noire sert de référence, de terre électrique. Ensuite, il y a 6 autres électrodes qu'on place directement sur le torse autour du cœur. Ce sont les électrodes précordiales, numérotées de V1 à V6. Leur position est très précise, définie par rapport aux côtes et au sternum. Et elles ont aussi leur code couleur. Rouge, jaune, vert, marron, noir, violet, pour V1 à V6 dans l'ordre. D'accord. Et avant de poser chaque électrode autocollante, on applique souvent un gel conducteur. C'est très important pour assurer un bon contact électrique entre la peau et le métal de l'électrode. Un mauvais contact, c'est une cause très fréquente de mauvais tracés. Une fois que tout est branché, est-ce qu'il y a des réglages particuliers à faire sur l'appareil lui-même? Oui, là aussi, pour que les ECG soient comparables d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre, on utilise des réglages standards. La vitesse de défilement du papier ou de l'affichage à l'écran est presque toujours réglée à 25 mm par seconde, 25 mm. Ok. Et l'amplitude, c'est-à-dire l'échelle verticale, elle est calibrée de telle sorte que 1 millivolt de signal électrique capté corresponde à une déviation de 10 mm sur le tracé. 10 mmV. C'est ce qu'on appelle l'étalonnage. C'est crucial de le vérifier sur chaque tracé avant de l'interpréter.
pour évaluer correctement la taille des différentes ondes. Mais parfois, le tracé qu'on obtient n'est pas très net, pas très propre. On parle d'artefacts, c'est ça? Ah oui, les artefacts. C'est un peu la hantise de l'interprétation. Ce sont toutes les perturbations sur le tracé qui ne viennent pas de l'activité électrique du cœur. Et qui peuvent tout gâcher. Exactement. Ils peuvent complètement brouiller l'image, rendre le tracé illisible ou pire, faire croire à une anomalie cardiaque grave alors qu'il n'y a rien. Les causes sont hyper variées, la personne bouge, même un tout petit peu, elle a froid et elle tremble, ce sont des contractions musculaires. Il y a des interférences électriques venant d'autres appareils branchés à proximité, un téléphone portable, un autre équipement médical. Ma téléphone? Oui, ça peut arriver. Ou alors les électrodes sont mal collées, le gel est sec, un des câbles est abîmé ou mal branché. Et concrètement, ça ressemble à quoi sur le tracé un artefact? Eh bien, ça peut prendre plein de formes. Par exemple, la ligne de base, qui devrait être plate entre les battements, se met à onduler de façon chaotique. Ou alors, on voit apparaître plein de petits pics très rapides, très irréguliers, qui n'ont rien à voir avec des complexes QRS normaux. Ou encore, le tracé devient tout épais, comme si le stylet vibrait et on ne distingue plus rien. Je vois. On imagine facilement le problème si un simple tremblement musculaire crée des signaux bizarres qui pourraient être confondus avec une arythmie dangereuse. C'est pourquoi un tracé de mauvaise qualité, plein d'artefacts, est tout simplement ininterprétable. Il faut chercher la cause et le refaire. D'accord. Donc, imaginons, on a réussi à obtenir un beau tracé, bien propre, sans artefact. L'étape suivante, et c'est sans doute la plus complexe, c'est l'interprétation. Absolument. C'est là qu'on va extraire l'information médicale utile. Et ça demande une approche très méthodique, très systématique, une sorte de checklist mentale pour être sûr de ne rien oublier. D'abord, il y a les vérifications préliminaires de base. Est-ce que c'est bien le bon patient? La bonne date, la bonne heure? Est-ce que l'étalonnage standard, 10 millivolts, 25 mm, est correct et visible sur le tracé? Est-ce que la qualité générale est bonne, sans artefact majeur? La base mais essentielle. Essentiel. Ensuite, on passe à l'analyse du tracé lui-même, point par point. C'est là qu'on regarde le rythme, on calcule la fréquence cardiaque. Est-elle dans la norme, au repos, entre 60 et 100 battements par minute? Le rythme est-il régulier ou irrégulier? Et, point crucial, y a-t-il bien une onde P avant chaque complexe QRS? Si oui, c'est un rythme sinusal, donc d'origine normale. Ok. Puis on regarde les ondes P elles-mêmes, leur forme, leur durée, leur hauteur. Des ondes P anormales peuvent indiquer un problème au niveau des oreillettes, comme une dilatation par exemple. Ensuite, le complexe QRS. Quelle est sa durée? S'il est trop large, supérieur à 120 millisecondes, ça suggère un problème de conduction dans les ventricules. Est-ce qu'on voit des ondes Q? Certaines petites ondes Q sont normales, mais des ondes Q larges et profondes peuvent être la cicatrice d'un ancien infarctus. D'accord. Après le QRS vient le segment ST. C'est cette portion de ligne entre la fin du QRS et le début de l'onde T. Il est absolument crucial. Normalement, il doit être au même niveau que la ligne de base, on dit isoélectrique. Et s'il ne l'est pas? S'il est décalé vers le haut, un sus-décalage, ou vers le bas, un sous-décalage, c'est un signe d'alerte majeur. Ça peut indiquer une souffrance cardiaque aiguë, notamment un manque d'oxygène sévère, comme dans un infarctus du myocarde en cours. Ah oui, c'est un signe critique. Très critique. Ensuite, on analyse l'onde T, qui représente la repolarisation des ventricules. Est-elle bien positive, comme attendu dans la plupart des dérivations? Une onde T qui devient négative, inversée ou plate peut aussi être un signe d'ischémie, de souffrance cardiaque. Enfin, on évalue aussi l'axe électrique global du cœur, sa direction moyenne, et on mesure précisément certains intervalles de temps clés. L'intervalle PR qui reflète le temps de conduction entre oreillette et ventricule, et l'intervalle QT qui représente la durée totale de l'activité électrique des ventricules, dépolarisation et repolarisation comprises. Impressionnant. On voit bien ce qui n'est pas juste regarder si ça monte et ça descend. C'est une analyse vraiment fine de multiples paramètres avec des normes précises. Ça demande clairement une formation et de l'expérience. Absolument. L'interprétation d'un ECG, c'est une véritable compétence médicale qui s'acquiert avec une solide formation théorique et surtout beaucoup de pratique. Il faut connaître la physiologie normale, les très nombreuses variantes qui existent chez les gens en bonne santé et bien sûr être capable de reconnaître tous les signes pathologiques possibles. Une méthode rigoureuse est essentielle. Oui, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une anomalie, même subtile. Et en cas de doute ou de tracé complexe, l'avis d'un cardiologue spécialisé reste indispensable. Pour essayer de synthétiser un peu cette exploration,
L'ECG, c'est bien plus qu'un simple enregistrement technique. C'est un outil formidable qui réussit à traduire une activité électrique invisible, incroyablement complexe au niveau cellulaire, en un langage visuel, un graphique. Et rien qu'en comprenant les bases, d'où vient le signal, comment il voyage via les nœuds sinusal et AV, ce que représentent les ondes P, QRS et T, on saisit déjà beaucoup mieux la puissance de cet examen pour nous renseigner sur la santé de notre cœur. Tout à fait. Même sans être une experte ou un expert de l'interprétation fine, avoir ces notions fondamentales permet d'apprécier la sophistication de notre propre physiologie cardiaque. Et ça aide à comprendre pourquoi cet examen, qui a pourtant plus d'un siècle, reste absolument fondamental et irremplaçable en médecine moderne. Et pour conclure, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion, nous projeter un peu. Oui, ça soulève une interrogation assez actuelle, je trouve. On parle énormément d'intelligence artificielle, l'IA, dans tous les domaines. Quelle place cette IA pourrait-elle prendre demain dans l'analyse des ECG? On peut facilement imaginer des algorithmes qui seraient capables de détecter des anomalies, peut-être avec une rapidité et une précision accrues. Ça pourrait rendre l'interprétation de base plus accessible partout dans le monde. Ce serait un progrès, mais Mais voilà, la question se pose, est-ce qu'il y a un risque que la machine, aussi performante soit-elle, passe à côté de certaines subtilités, de ce qu'on appelle le contexte clinique, c'est-à-dire l'histoire du patient, ses symptômes, les autres examens? hmm, Tout ce que seul le jugement humain, l'expérience du médecin face à son patient, peut vraiment intégrer pour poser un diagnostic final juste. L'IA comme aide, oui, sans doute. Comme remplaçant complet, c'est moins sûr. une question passionnante en effet qui montre que même un outil aussi classique et bien établi que le CG continue d'évoluer et de nous interroger sur l'avenir de la médecine. Merci beaucoup d'avoir fait cette plongée avec nous au cœur de l'électricité cardiaque.